Voilà. On va commencer doucement parce que vous n'êtes pas encore tous présents par rapport aux inscriptions. Je vais profiter des quelques petites minutes d'introduction pour vous parler de l'offre de parrainage qu'on a en ce moment à la CAPEB. Donc, si vous conseillez à un de vos collègues artisans euh, de rejoindre la CAPEB, vous pouvez gagner un séjour pour deux avec une destination au choix. Voilà, on a fait le choix de récompenser nos ambassadeurs, donc n'hésitez pas, vous aurez dans le support la, la diapositive avec le petit QR code pour pouvoir scanner, scanner l'information. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin d'infos pour mieux parler de la CAPEB, n'hésitez pas aussi à nous contacter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Mélanie Villeneuve, je suis secrétaire générale adjointe à la CAPEB Loire-Atlantique et je vous propose notamment les réunions d'information tout au long de l'année. Et je suis aujourd'hui accompagnée de Valérie qui est à côté de moi, qui se présentera tout à l'heure, de Thomas qui est à distance, qui se présentera aussi tout à l'heure, et de Laurence Bernier d'EDF qui présentera la partie certificat d'économie d'énergie. Ce que je vais vous proposer, c'est de vous rappeler d'abord les règles. On prend toutes vos questions dans le chat. N'hésitez pas quand vous avez une question à les poser dans la petite fenêtre de conversation. On abordera les questions à chaque fin de partie. Vous allez voir, on va faire une partie sur la TVA, une partie sur les aides, une partie sur les C2E. Et donc, on vous fera des temps de questions-réponses à chaque fois. N'hésitez pas à poser vos questions. Et on vous enverra les supports et le replay cet après-midi si YouTube est coopératif, et sinon ce sera demain matin. Voilà. Je vous propose bien, de rentrer dans le vif du sujet et je vais laisser la parole à Thomas. C'est bon pour le son, vous m'entendez? Oui, D'accord. Donc bonjour à tous et à toutes. Donc Thomas Richard, juriste en CAPEB et en particulier en charge des questions sur la TVA. Donc quelques nouveautés sur 2026. Alors très rapidement, il y avait déjà eu des évolutions en 2025, deux principales en 2025, une par rapport aux chaudières fonctionnant aux énergies fossiles, donc chaudières gaz et chaudières fuel qui sont passées à 20% depuis mars 2025. Donc dès lors que c'est susceptible de fonctionner aux énergies fossiles, c'est passé à 20%, quelle que soit la performance. Et puis deuxième évolution importante en 2025, c'est la suppression de l'obligation de passer par les attestations de TVA, donc les attestations CERFA, qui sont remplacées par une simple mention sur les devis ou factures que le client doit certifier exact. Donc ça, c'est 2025. En 2026, il y a quelques évolutions plus ponctuelles en la matière. Première évolution par rapport à la notion de travaux induits. Donc, pour rappel, lorsqu'on fait des travaux à 5,5, donc c'est des travaux d'économie d'énergie, il y a certains travaux qui sont considérés comme étroitement liés à ces travaux d'économie d'énergie et qui bénéficient eux aussi de la TVA à 5,5. On maintient toujours cette notion de travaux induits. Il y a par contre une évolution. La notion de travaux induits n'est possible que si ces travaux sont réalisés par l'entreprise qui réalise les travaux d'économie d'énergie. Ça ne peut pas être deux entreprises distinctes. C'est forcément la même entreprise qui fait les travaux d'économie d'énergie et les travaux induits. Si c'est une deuxième entreprise qui fait les travaux induits, ça perd la qualification de travaux induits et on revient sur une TVA classique. Donc, pour prendre un exemple concret, vous changez une menuiserie. La nouvelle menuiserie, si elle répond aux critères de performance, bénéficie de la TVA à 5,5. Et par exemple, comme travaux induits, les reprises du placo nécessaires à la pose de la menuiserie. Si c'est réalisé par l'entreprise qui a posé la menuiserie, c'est considéré comme des travaux induits qui bénéficient de la TVA à 5,5. Si par contre c'est une deuxième entreprise qui fait ces reprises, ce ne sont plus les travaux induits et c'est les travaux de plâtrerie qui passent à 10%. Donc, première évolution. Deuxième évolution, par rapport aux menuiseries. Donc, dorénavant, la TVA à 5,5 n'est applicable qu'en cas de remplacement des menuiseries. Avant, c'est-à-dire jusqu'au 1er janvier, que ce soit en création ou en remplacement, ce qui comptait, c'était les critères de performance de la menuiserie que vous posiez.
Dorénavant, la TVA à 5,5 n'est possible qu'en cas de remplacement. C'est-à-dire, il y a déjà une menuiserie, vous la changez par une nouvelle menuiserie répondant aux critères de performance, le client bénéficie de la TVA à 5,5. Par contre, il crée une ouverture, c'est-à-dire qu'il faut découper un mur ou faire un trou dans la toiture pour poser un Velux. Dans ces cas-là, c'est une création d'ouverture et la menuiserie que vous allez poser ne pourra plus bénéficier de la TVA à 5,5. Ça sera dorénavant une TVA à 10%, aussi bien dans la création de l'ouverture que dans la fourniture et la pose de la nouvelle menuiserie. D'accord? Donc, évolution pour les menuiseries. Seul le remplacement de menuiseries existantes bénéficie de la TVA 5,5. Les travaux de création d'une nouvelle ouverture et donc de pose de la menuiserie dans cette nouvelle ouverture, dorénavant, depuis le 1er janvier 2026, relèvent d'une TVA à 10%. Troisième évolution en 2026 sur la TVA. Alors, c'était fin 2025 pour être précis. C'est par rapport aux panneaux photovoltaïques. Pour rappel, les anciennes règles, si on avait une installation inférieure à 3 kW crête sur une habitation de plus de 2 ans, la TVA à taux réduit était possible. Donc 10% en dessous de 3 kW crête, 20% au-dessus de 3 kW crête. Et en octobre 2026, il y a une réforme, c'est-à-dire que pour bénéficier de la TVA à taux réduit, les panneaux doivent répondre à des critères de performance et aussi des critères de consommation des panneaux. C'est-à-dire qu'en gros, le bilan carbone du panneau est aussi pris en compte. Et si les panneaux répondent à ces critères, l'application de la TVA à 5,5 est possible, et non plus jusqu'à 3 kW crête, mais jusqu'à 9 kW crête. Par contre, ce qui change, c'est que dorénavant, il n'y a plus que 2 taux de TVA possibles pour les panneaux photovoltaïques. Soit les panneaux répondent aux critères de performance, et dans ces cas-là, ça bénéficie de la TVA à 5,5. Soit les critères des panneaux ne sont pas respectés, et dans ces cas-là, on passe à une TVA à 20%. La TVA à 10% pour les panneaux photovoltaïques n'est plus possible. C'est soit 5,5 pour les panneaux qui répondent aux critères, en sachant qu'aujourd'hui, il y a peu de panneaux qui répondent à ces critères. C'est surtout parce que pour pouvoir bénéficier de la TVA à 5,5 et remplir les critères, il y a, comme je vous disais, le bilan carbone du panneau. Donc, que ce soit principalement des panneaux fabriqués en France. Et donc, aujourd'hui, il y a peu de panneaux qui ouvrent droit à TVA 5,5, mais c'est bien binaire. Soit les panneaux remplissent les critères et c'est du 5,5, soit ils manquent les critères et c'est automatiquement du 20%. Il n'y a plus de TVA au taux intermédiaire de 10% possible actuellement sur les panneaux photovoltaïques. D'accord ? Alors voilà 3 évolutions, on va dire, un peu ponctuelles qui concernent des points particuliers. Il y a une 4e évolution par rapport à la notion d'opération unique. Alors là, c'est plus délicat et je suis plus embêté aussi pour vous le présenter parce que c'est nouveau et il y a encore beaucoup de questions qui restent sans réponse. Donc, je ferai au mieux pour, si vous avez des questions, pour y répondre, mais malheureusement, je ne pourrai pas répondre à tout. Dorénavant, l'administration fiscale considère que si une opération est considérée comme unique, c'est-à-dire que si les différentes opérations, les différents éléments de l'opération sont suffisamment étroitement liés pour pas qu'on puisse faire certains travaux sans les autres, si l'ensemble des travaux forment un tout et qu'on n'a pas d'option sur en sortir certains, c'est considéré comme une opération unique. Et s'il y a une opération unique, il y a aussi un taux de TVA unique. Et malheureusement, l'administration, en cas d'opération unique, applique le taux de TVA le plus élevé. D'accord ? Pour faire court, c'est un petit peu le même principe que les travaux induits, sauf que c'est à l'inverse. C'est-à-dire que si jamais il y a des travaux qui relèvent de différents taux, qui sont forcément liés les uns aux autres, on applique le taux le plus élevé. Pour prendre un exemple concret et essayer d'illustrer les choses. Euh, Votre client a aujourd'hui un chauffage électrique. Il vous demande
de remplacer ce chauffage électrique en posant une pompe à chaleur, RO, et non pas RR, donc une PAC bénéficiant de la TVA à 5,5. Et vu que c'est du chauffage électrique, il faut aussi créer tout le réseau de distribution et tous les émetteurs de chaleur. Donc il y a bien deux opérations. Une opération de fourniture et pose de la PAC qui bénéficie de la TVA à 5,5 et des travaux de création du réseau de distribution et des émetteurs de chaleur qui, eux, relèvent d'une TVA à 10%. Par contre, là, il y a de très fortes chances pour que l'administration fiscale considère que ça soit une opération unique. Très concrètement, mettre la PAC si on n'a pas de réseau de distribution n'a pas de sens techniquement. De la même façon, faire un réseau de distribution sans PAC n'a pas de sens. Donc, pour qu'on ait un système de chauffage qui fonctionne, il y a bien l'obligation technique d'avoir non seulement la mise en place de la PAC, mais aussi la mise en place du réseau de distribution. Donc, si c'est considéré comme une opération unique, ce qui est très fortement probable, dans ces cas-là, il y aura un seul taux de TVA applicable, non pas du 5,5 sur la PAC et du 10 sur les autres distributions, mais un seul taux de TVA. Et comme on a vu, c'est le taux de TVA le plus élevé qui s'applique. Et donc, dans ces cas-là, toute l'opération, fourniture et pose de la PAC plus création du réseau de distribution, l'ensemble de l'opération passerait à 10%, enfin passe à 10%, parce que les règles sur la notion d'opération unique sont bien effectives et applicables depuis le 1er janvier. C'est un petit peu le contour de cette notion d'opération unique qui, aujourd'hui, reste à définir et on est dans l'attente d'explications complémentaires de la part de l'administration fiscale. Le critère principal de distinction pour savoir si une opération unique ou non, c'est de savoir si le client a le choix ou non de sortir certains travaux de la prestation. D'accord ? Si, et on raisonne non pas par rapport à votre client particulier, mais par rapport à un consommateur moyen. Donc là, dans l'exemple concret, quel que soit le client, c'est pas cohérent de réaliser une PAC si on n'a pas de réseau de distribution. Donc, ça sera considéré comme une opération unique. Point important, donc dans le diapo qui suit, la notion d'opération unique ne s'applique pas s'il y a plusieurs entreprises qui interviennent. Donc, s'il y a une entreprise qui pose la PAC et une entreprise qui réalise le réseau de distribution, dans ces cas-là, vu qu'il y a deux entreprises, on perd la qualification d'opération unique et chaque entreprise pourra facturer à son propre taux. C'est-à-dire que la PAC, dans ces cas d'entreprise qui ne fera que la fourniture et la pose de la PAC, c'est une opération qui relève de la TVA à 5,5. Par contre, l'entreprise qui réalise le réseau de distribution, ça sera une TVA à 10%, mais chacun pourra appliquer sa propre TVA. À l'inverse, ce n'est pas une opération unique si y a un choix ou une simple opportunité pour le client de tout faire en même temps. Par exemple, le client fait appel à une entreprise de menuiserie, une pour lui remplacer sa baie vitrée avec des coefficients de performance énergétique qui bénéficient de la TVA 5,5 et une pour changer la porte de la salle de bain. On peut tout à fait réaliser une opération sans l'autre. Les décaler dans le temps, techniquement, ça ne pose aucun souci. Donc là, on n'est pas sur une opération unique. Donc, possibilité d'avoir deux taux de TVA différents sur une même facture. Une TVA à 5,5 pour le remplacement de la baie vitrée qui répond aux critères de performance et une TVA à 10% par rapport au changement de la porte de la salle de bain, qui est une menuiserie intérieure qui ne bénéficie pas de la TVA à 5,5. Donc voilà un petit peu pour les nouveautés 2026. Je vois qu'il y a pas mal de questions qui sont tombées. Oui, est-ce que tu veux que je les lise, Thomas, ou tu Vas-y, veux... vas-y. Ouais. La première, c'est si les travaux induits sont réalisés en sous-traitance, mais facturés par l'entreprise qui a réalisé les travaux de rénovation, est-ce que la TVA est à 5,5%? Oui, là, ça fait partie des choses. Ce qui compte, c'est que ça soit sur le même devis et même facture, qu'il y ait les travaux d'économie d'énergie et les travaux induits, qu'après que ça soit réalisé en direct par l'entreprise ou en sous-traitance, n'a pas d'incidence. Ce qui compte, c'est que ça soit sur le même devis. Deuxième question.
Peut-on, alors je pense que c'était sur la partie opération unique. Peut-on dans ce cas-là faire deux devis et deux factures avec deux taux différents? Par exemple, un devis électricité et un devis PAC. Alors, euh, oui et non. Ça veut dire que, alors, comme je dis, on n'a pas réponse à tout. Dans le doute, mieux vaut avoir deux devis. Déjà, en cas de contrôle, ça limite les risques. C'est-à-dire que si sur le même devis, vous avez différents taux de TVA, bah, ça risque de plus attirer l'attention du contrôleur que s'il y a deux devis différents et deux factures différentes. C'est-à-dire qu'il faudra qu'il fasse les rapprochements. Par contre, le fait de créer deux factures, une pour chaque taux, ne change pas la règle. Donc, si le contrôleur estime que ça constitue malgré tout une opération unique, bien qu'il y ait eu deux factures, il pourra requalifier et appliquer un taux de TVA unique. Donc oui, en cas de doute, ça peut être un élément pour, qui va plutôt dans le sens du refus de l'opération unique, mais ça ne sera pas suffisant et le contrôleur restera seul décisionnaire de cette notion-là. Et idem pour le photovoltaïque. Peut-on faire un devis matériel à 20% et un devis pose à 10% pour de la réno? Ou peut-on mettre Non, les deux taux de TVA sur non. la même? Là-dessus, l'administration, non, ça ne change rien. La TVA pour le panneau photovoltaïque, l'administration fiscale écrit très clairement que l'installation de panneaux photovoltaïques n'est pas considérée comme des travaux d'entretien et restauration d'un logement et donc l'exclut de la TVA à taux réduit. Mm. Donc, si jamais vous avez une facture de main-d'œuvre pour des panneaux photovoltaïques, ça sera aussi du 20%, que ça soit couplé à du matériel ou non. D'accord. Dans le cas de dans le cas de remplacement des menuiseries avec un taux de TVA à 5,5%, le traitement des déchets s'applique aussi à 5,5 et la Oui. fourniture d'un boîtier, par exemple, pour centraliser les volets, est-ce à 5,5 ou à 20? Alors, par rapport au traitement des déchets, ça fait partie des travaux induits, donc ça bénéficie de la TVA à 5,5. D'accord? La dépose des anciens équipements, que ce soit menuiserie, que ce soit la porte d'entrée, que ce soit de l'ancienne PAC, c'est considéré comme des travaux induits bénéficiant de la TVA 5,5, la dépose et la mise en déchetterie. Donc, par rapport au traitement des déchets sur une menuiserie ou sur une PAC ou une chaudière, un poêle à bois, ça sera du 5,5. Après, par rapport aux volets, les volets, par principe, ne sont pas considérés comme des travaux induits. Les volets bénéficient de la TVA à 5,5, soit parce qu'ils ont des coefficients de performance énergétique, c'est-à-dire qu'ils doivent avoir un R additionnel supérieur à 0,22, ou dorénavant aussi pour les protections solaires. Par contre, pour que ça soit considéré comme une protection solaire, il y a des critères assez particuliers à respecter. Il doit y avoir des performances, et là c'est un GOT, j'ai oublié le chiffre, mais il y a des coefficients à respecter, et ça doit aussi permettre de laisser passer l'air. Donc là-dessus, il y a une circulaire qui a été faite dans les KPB Info avec des petits schémas et des exemples concrets suivant le type de volet, les possibilités d'entrebâillement de ces volets pour déterminer l'application du taux réduit, alors la TVA 5,5 ou à 10, mais un volet classique par principe, relève d'une TVA à 10% et non pas à 5,5. Donc tu as répondu à la question suivante, c'était et si la prestation est réalisée par deux entreprises différentes? Donc ça, Oui. tu Par en as rapport à pris. la notion d'opération unique, Voilà. c'est opération unique s'il y a un seul intervenant. Le fait qu'il y ait deux intervenants exclut l'application de la notion d'opération unique. Voilà. Question. Pour une pause de pack RR, une fourniture à 20, une pause à 10, tout Oui. passe à 20. Point Non, d'interrogation. là-dessus. Alors, aujourd'hui, le texte qui est sur les notions d'opération unique est sorti en même temps que la réécriture des instructions fiscales. Et dans la réécriture d'instructions fiscales, ils redisent que pour les packs R et les climatisations, le taux de TVA est différent pour la fourniture de la pause. Donc, vu que les deux règles ont été réécrites en même temps, la notion, les règles sur la TVA par rapport au pack R restent d'actualité. Donc, on reste sur la fourniture de l'équipement à 20% et la pause à 10%. Ça fait partie des règles spécifiques et qui, a priori, sortent de la notion d'opération unique. Hmm.
Dans le cas d'isolation par l'extérieur d'une toiture et de remplacement d'ardoise, quel taux de TVA appliquer? Malheureusement, il y a un risque que ce soit considéré comme une opération unique. C'est-à-dire que si on ne peut pas faire l'isolation sans changer les ardoises, ce qui est souvent le cas, ça risque d'être considéré comme une opération unique et donc tout passer à 10%. Je dis ça risque parce qu'on n'a pas décrit le disant de façon claire, mais d'après l'application et les quelques éléments qu'on a sur cette notion d'opération unique, c'est ce qui semble le plus probable. Merci Thomas. Alors, vous avez posé vos Ouais. questions. Si toutefois vous en avez qui vous viennent à l'issue du webinaire, n'hésitez pas à appeler la CAPEB comme d'habitude. On vous répondra du mieux qu'on peut avec les éléments qu'on a. Comme le dit Thomas, on est encore en attente d'informations sur le sujet. Merci Thomas. De rien. Bonne continuation sur la réunion. Merci. Alors, je vais laisser la main à Valérie maintenant qui est à côté de moi. Je te laisse te présenter, mais je pense qu'il y a beaucoup qui te connaissent déjà. Bonjour à tous, je suis Valérie Quenard et je m'occupe essentiellement en Capelle Loire-Atlantique des aides aux travaux et des qualifications RGE ou haute accessibilité, CNATP pour la charte ANC et tout ça. Donc là, nous allons aborder déjà en première partie les aides aux travaux pour 2026 et ensuite on abordera la petite réforme du RGE. Ne vous inquiétez pas d'inquiétude, il n'y a pas énormément de changements cette année. Donc, donc là, je vais vous parler de MaPrimeAdapt et de MaPrimeRénov'. Pour les C2E, c'est Laurence Bernier d'EDF qui vous expliquera les différentes modifications pour 2026 qui interviendra après moi. Donc, vous savez qu'en début d'année 2026, la physionomie des aides aux travaux de la rénovation énergétique des logements, ainsi que de l'aide de l'adaptation des logements en situation de handicap, reste la même que celle de l'année 2025. Donc là, on vous a mis le nouveau plafond des ressources. Alors attention, c'est hors Île-de-France, hein. Donc c'est celle dans notre région. Pour les personnes qui vont en Île-de-France, elles sont disponibles de toute façon sur les guides aides financières où vous pouvez les retrouver. Alors, les aides aux travaux. Donc, vous savez que vous avez sûrement entendu parler que le guide de dépôt de MaPrimeRénov' est réouvert depuis le 23 février 2026 à midi. Donc, il est possible de faire de nouveau des nouvelles demandes d'aide pour MaPrimeRénov', pour MaPrimeAdapt aussi. Donc, par contre, il faut faire attention, le temps de validation en moyenne des dossiers seront rallongés. Elles peuvent dépasser, on nous a indiqué qu'elles pouvaient dépasser 6 mois pour la rénovation d'ampleur et 3 mois pour les monogestes. Pour les dossiers, par contre, déposés avant le 1er juillet, ils seront instruits là actuellement par l'ANA, mais c'est pareil, les délais sont rallongés. On nous parlait à peu près que ça serait supérieur à 4 mois. Alors là, je vais vous parler de MaPrimeAdapt. Donc, et la principale aide, donc MaPrimeAdapt, c'est la principale aide pour les aides au logement en situation de handicap. Donc, il y a juste une petite modification, c'est la suppression du socle de 350 € pour le financement des AMO. Elle reste financée, mais elle sera intégrée dans le financement global. Cela dépendra, en plus, ça va dépendre aussi du type de projet que le particulier va faire. Donc, par contre, pour MaPrimeAdapt, le RGE n'est pas obligatoire hein, pour obtenir l'aide. Et autre modification, le crédit d'impôt qui était au niveau de l'accessibilité est supprimé. Ça faisait déjà quelques années qu'il était sur la sellette. Il était sur la sellette. Mais là, tout revient. Donc maintenant, je vais vous parler de MaPrimeRénov'. Donc, vous savez maintenant que la principale aide pour la rénovation énergétique, c'est MaPrimeRénov'. Donc, pour tous les propriétaires occupants ou bailleurs, ils peuvent y accéder, soit en rénovation d'ampleur, soit par geste.
Donc, il est possible de les obtenir pour une maison individuelle ou un appartement, à condition que le bien ait plus de 15 ans. Il y a une exception pour le changement du chauffage fioul. L'habitation doit avoir un minimum de 2 ans. Alors, donc là, on a donc pour la rénovation par geste, c'est ma prime rénov par geste. Pour la rénovation d'une maison individuelle avec plusieurs domaines de travaux, là, il faudra prendre ma prime rénov d'ampleur. Et la petite dernière qui sera pas traitée ici, c'est la rénovation en copropriété. Donc, c'est pour la rénovation des copropriétés, pardon. Donc, ma prime rénov par geste. Donc là, vous savez que c'est une aide forfaitaire qui varie en fonction des revenus des ménages. Donc, elle est accessible aux revenus des personnes qui ont des revenus très modestes ou intermédiaires. Pour les ménages aisés, ils n'ont pas le droit à cette aide. Attention, par contre, petit bémol, pour la VMC, elle doit être faite avec un geste d'isolation. Sinon, elle ne sera pas prise en compte. Alors, ma prime rénov par geste, les modifications, donc les changements depuis janvier 2026. Donc, c'est la suppression des murs, de l'isolation des murs intérieurs ou extérieurs et l'installation des chaudières biomasse. Donc, ça concerne le bois ou le granulé. Autre info, à partir de janvier 2027, mais ça, on vous le redira, on ne manquera pas de vous le redire, mais je vous communique quand même l'info. Les maisons individuelles ayant un DPA avec une étiquette de F ou G ne pourront plus demander ma prime rénov par geste. Il faudra passer par ma prime rénov d'ampleur. Autre modification, les mandataires financiers seront davantage contrôlés qu'auparavant à cause des détournements d'argent avec ma prime rénov. On vous a mis le tableau réactualisé et vous pourrez, Mélanie vous enverra le lien pour pouvoir le télécharger si vous le souhaitez, un petit peu plus détaillé pour ma prime rénov par geste. Alors, ma prime rénov parcours accompagné. Donc là, c'est toujours obligatoire d'avoir un accompagnateur avec le MAR. Petit rappel, donc depuis le 30 septembre 2025, l'aide est en pourcentage et seuls les gains de l'habitation et suivant le revenu, et les gains énergétiques, pardon, de l'habitat et suivant les revenus. C'est-à-dire que seuls les logements avec les étiquettes E, F ou G peuvent en bénéficier. Par contre, maintenant, il faut savoir que le bonus de passoire thermique est supprimé. Alors maintenant, avec un taux par contre, autre info, avec un taux de financement de 80% pour les ménages aux revenus très modestes, il y a la possibilité d'avoir une avance de 30% sur les aides pour les demandes des revenus aux ménages très modestes. Après, alors, l'information importante là au niveau de ma prime rénov pour le parcours accompagné, c'est que maintenant, vos clients doivent impérativement prendre rendez-vous avec un conseiller France Rénov. Et ça, avant de contacter un MAR, c'est-à-dire mon accompagnateur Rénov. Ils vont pouvoir, donc ça, c'est un service qui sera gratuit. Il permettra au client d'échanger sur son projet, de vérifier l'éligibilité des aides et de les orienter vers un accompagnateur Rénov. Donc, on vous a mis le lien aussi pour trouver un conseiller France Rénov près de chez vous, puisqu'il y en a un petit peu partout. Alors, mon accompagnateur Rénov. Donc, il est obligatoire pour que pour que vos clients puissent bénéficier ma prime Rénov d'ampleur. Par contre, petit rappel, il y a 2 visites obligatoires du ménage avant et à la fin du chantier. Il faut qu'il réalise aussi un audit énergétique et le montant de ces aides varie suivant les revenus. Donc, on vous communiquera pareil, c'est pareil, la liste des MAR
N'hésitez pas à contacter aussi vos collectivités. Il est possible qu'elles prennent en charge le coût de l'accompagnateur Rénov' avec les accompagnateurs historiques, comme je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent Solia, Citémétrie, Alizé, dans ce domaine. Donc la belle petite nouveauté quand même, c'est qu'en plus du MAR, il y a un accompagnateur France Rénov'. Voilà. Donc un nouvel acteur qui intervient sur le sujet. Ouais. Surtout, n'hésitez pas à le dire à vos clients parce que je pense que tout le monde n'aura pas la formation. Alors maintenant, nous allons passer à la petite réforme du RGA. Donc, la réforme du RGA, alors le point positif pour les personnes qui font des dossiers de qualification au niveau ENR, eux ne sont pas concernés. ENR, Calipac, oui. Calisol, Calipac, Calisol, Calibois, Calipv, toutes ces qualifications ne sont pas concernées pour le moment. Donc, il va falloir, donc elles ne se sont pas attends, parce que ça sera plus simple pour moi. Alors, la formation FIBAT Rénov', elle a évolué depuis le 1er octobre 2025. Maintenant, elle va se nommer Rénoperf. Elle remplace la formation FIBAT. Et si vous souhaitez avoir, donc maintenant, quand vous allez, par exemple, vous souhaitez avoir un nouveau référent, vous avez un salarié qui est parti et vous avez besoin de le remplacer, il va falloir que vous formiez cette personne. Donc là, donc c'est un référent pour remplacer une nouvelle personne, ou alors, c'est là où on tenait à vous alerter quand même, c'est que si vous êtes au bout de votre certificat et vous devez refaire vos qualifications, par exemple en isolation chez Calibat, et qu'il y a une interruption entre vos deux certificats, vous allez être obligé de refaire les formations. Donc, on va vous expliquer un petit peu le détail. Donc, vous avez, là, vous verrez, il y a une fiche de positionnement où on vous a fait un petit graphique. Il y a une fiche de positionnement du stagiaire. Donc, elle vous servira pour connaître les différentes catégories de travaux à effectuer, que vous obteniez là où les qualifications que vous souhaitez par l'entreprise. Pour plus de sécurité, vous n'hésitez pas à me contacter pour qu'on fasse ensemble le point et qu'on regarde ce que vous avez besoin. On vous communique aussi, il y a un test, il y a un lien qui est fait pour faire un test des connaissances pour les formations Rénoperf. Alors, pas de panique. Le tableau est assez complet, mais vous verrez, c'est assez simple. Surtout, n'hésitez pas, je le redis encore une fois, n'hésitez pas à me rappeler pour qu'on en discute et qu'on voit ensemble. Mais vous allez voir qu'effectivement, maintenant, plutôt que d'avoir les 3 jours de FIBAT, maintenant, tout est détaillé. C'est-à-dire que si une personne veut faire de l'isolation par l'extérieur et de la menuiserie, elle sera obligée de faire une formation en ITE, il y aura une journée, et une autre formation en menuiserie, suivie à chaque fois aux 7 journées de formation de QCM. Par contre, si la personne a déjà fait le FIBAT Rénov', n'aura pas l'obligation de faire, vous voyez tout au début, la connaissance transverse. Par contre, si c'est une nouvelle personne, elle sera obligée de faire aussi la formation connaissance transversale. Donc, il y a plusieurs possibilités de faire ces formations, soit en présentiel, soit en distanciel, ou alors, pour certaines, en e-learning. Nous, on vous conseille fortement de les faire en présentiel parce que… ah non, j'ai été trop vite là. Parce que avec les QCM, vous allez avoir des QCM en fin de journée. Et vos QCM, les QCM sont obligatoires et en présentiel, vous êtes préparé à les faire avec le formateur et vous passez votre QCM juste après. Par contre, si vous faites en deuxième cas, en distanciel ou en e-learning, vous allez les faire en distanciel ou e-learning, mais après, le QCM sera forcément à faire chez nous à la Capelle. Et c'est pareil, si vous souhaitez faire le QCM sec, c'est tout à fait possible, donc c'est-à-dire sans la formation.
vous serez obligé aussi de venir en présentiel à la CAPEB. Donc après, quand on va voir au niveau des tarifs. Donc au niveau des tarifs, il faut savoir que pour la formation en elle-même, que ça soit distanciel ou présentiel, le coût donc est de 250 €. En e-learning, elle est un petit peu moins chère, elle est de 125 €. Il y a des prises en charge à 100%, que ça soit FAFSA ou Constructis. Par contre, vous verrez la différence, c'est que quand vous faites la formation en présentiel et que vous passez bien évidemment les tests après, les tests QCM sont remboursables par le FAFSA ou Constructis. Par contre, si vous faites en distanciel ou en e-learning, là, par contre, les frais du QCM ne sont pas pris en charge. Et aussi, si jamais il y a un échec, c'est pareil, les frais de QCM sont payants aussi. Je te dis. Autre petite information aussi, je tenais à vous rappeler aussi que quand vous n'êtes pas RGE, tant que vous n'avez pas, quand vous avez fait la formation, c'est la première étape, et vous n'êtes pas RGE après la fin de la formation. Il faut remplir un dossier de qualification. Alors souvent, là maintenant, pour ces formations-là, si ce n'est pas de l'énergie énergie renouvelable, c'est souvent chez Calibat. Et tant que vous n'êtes pas passé chez Calibat en commission et que la commission a accepté votre dossier, c'est-à-dire que tant que vous n'avez pas reçu votre certificat, vous n'êtes pas RGE. Ce qui veut dire que vos clients ne peuvent pas bénéficier des aides tant que vous n'avez pas reçu votre certificat. Je tenais à le rappeler parce que j'ai toujours des entreprises qui veulent faire signer des devis avant. Vous pouvez, mais après, si vous savez qu'ils ont des aides, il faut absolument refaire signer le devis à la bonne date à partir du moment où vous êtes bien RGA. Sinon, vos clients n'auront pas les aides. Alors, j'ai une question pour toi, Valérie. J'en profite parce que c'est sur la formation. La formation RénoPerf n'est obligatoire que si la personne référente change en interrogation. Oui, si vous renouvelez votre dossier de qualification et que vous êtes dans les délais, votre certificat n'a pas expiré, il n'y a pas de souci, vous présentez le FIBAT Rénov, il n'y a aucun problème. C'est quand il y a une interruption entre les deux certificats ou si vous changez de référent. Et heureusement. Ouais. Valérie vous a remis les contacts quand même. Oui, surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, moi, surtout pour les qualifications, les aides aux travaux. Après, vous avez Thomas Richard qui est intervenu sur la TVA. Je vous ai mis aussi le nom de notre technicien qui pourra vous aider, lui, plus au niveau technique. Et quand vous faites des dossiers de qualification, au niveau des photos, des reportages photos, n'hésitez pas à lui envoyer avant parce que il y a des moments où vous avez des dossiers refusés parce que les photos sont pas assez explicites ou alors ça montre, je dirais, entre guillemets, des techniques qui sont pas forcément dans les règles de l'art. Et si vous avez des formations à demander dans tous les domaines, n'hésitez pas à contacter Delphine. Il y a une question qui est arrivée entre-temps. Si on veut ajouter un collaborateur, donc oui, la formation va être obligatoire si on veut ajouter un nouveau référent technique. Tout à fait, la formation est obligatoire. Il faut faire la formation transverse plus les domaines de catégorie de travaux que vous souhaitez pour être RGA. Enfin, la réussite du QCM est obligatoire, mais la réussite du QCM sans la formation est très compliquée. Non. On va le dire comme ça. Alors moi, honnêtement, Impossible. vu les retours, je pense que pour le moment, il vaut mieux faire la formation plus les QCM en présentiel. Merci. Est-ce que Laurence, tu es là pour prendre le relais? Eh oui. Alors, je vais arrêter mon partage et puis comme ça, tu vas pouvoir, toi... Bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Je pense que tu dois pouvoir essayer de partager. Ok. Alors, hop, partage. Vous ne pouvez pas démarrer le partage d'écran pendant qu'un autre participant partage son écran. Ah, Donc, il faut que tu enlèves le partage. ouais, j'ai changé. Vas-y, tu dois pouvoir. Ça m'a l'air bien parti. Hop, partager. Et je passe en
plein écran. Peut-être je peux pas, je sais pas. Est-ce que vous voyez? Ah si, Non. c'est bon, ça marche. Donc, il me reste, je mets mon petit chrono, il est 14h40. Il me reste, allez, on va essayer de tenir en 15 minutes. S'il y a des petites questions-réponses, c'est démarré. Voilà. Les trois grands thèmes. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler des certificats d'économie d'énergie, être apporteur d'affaires pour EDF. Donc, certains parmi vous le sont déjà, donc bon, vous saurez comment ça se passe, mais d'autres ne savent pas. Ensuite, on va voir les évolutions au niveau de la plateforme et surtout à la fin des évolutions réglementaires qui vont concerner surtout les plombiers chauffagistes. Donc, je vous invite à rester jusqu'au bout. Aujourd'hui, donc le contexte, ça fait plusieurs décennies que ce n'était pas arrivé, mais on va dire que le gouvernement et EDF ont un point commun, c'est l'électrification de la France et d'aller dans ce sens-là pour pouvoir justement être plus indépendant au niveau énergétique. Et donc, ça contribue justement à en fait, enlever toutes les énergies fossiles le plus possible dans un temps assez limité, on va dire. Donc, il y a quand même une volonté aujourd'hui, et vous avez dû l'entendre récemment dans les articles, d'accélérer un petit peu le mouvement, ce qui peut laisser entendre des signaux plutôt positifs, notamment pour tout ce qui est PAC en particulier. Plus que jamais, donc on repart pour la 6e période des C2E. Ça, on vient de passer la 20e année, on attaque la 21e année. Et comme vous pouvez voir, avec un saut encore important, ça, c'est les obligations que tous les obligés, Total, Engie, EDF, ont d'aller chercher des fameux kilowattheures CUMAC. Et comme vous pouvez voir, donc là, on repart sur 5 ans avec une augmentation de 27% du quota à aller chercher. Il y a 2 types de C2E. Il y a des C2E classiques et il y a des C2E précarité avec des volumes respectifs pour chacun, ce qui peut expliquer qu'à certains moments, vous avez des primes qui peuvent être plus importantes pour les précaires parce qu'on a des C2E précarité à aller chercher en particulier. Donc, être apporteur d'affaires avec EDF, j'ai envie de dire. Il y a 3 grands principes. Vous avez tout ce qui est les primes, vous avez le site et vous avez les contrôles. Première chose, donc être apporteur d'affaires pour EDF, ça passe par une convention. Et donc là, j'attire votre attention. On doit aujourd'hui, 6e période, toutes les anciennes conventions sont résiliées automatiquement, ce qui fait que même ceux qui ont l'habitude de travailler avec nous doivent se reconventionner. Donc certains l'ont déjà fait, d'autres pas encore. Et donc c'est important de le refaire et ça sera valable pour toute la période jusqu'à fin 2030. C'est gratuit et ça n'engage à rien. Il n'y a pas de quantité de dossiers à faire en particulier. Donc, en étant conventionné après, donc, vous allez parler effectivement de la prime énergie d'EDF. On vous invite à communiquer auprès d'EDF, de parler d'EDF auprès de vos clients. Vous pouvez vous mettre en tiers de confiance quand il y a des dossiers qui sont donc constitués par vos clients. Vous pouvez être en tiers de confiance et permettre d'avoir un suivi un petit peu extérieur sur l'avancement du dossier. En tant qu'apporteur d'affaires, vous avez également une rémunération donc qui est en centimes d'euros du kilowattheure. Pour vous donner un ordre d'idée, sur une pompe à chaleur, ça peut aller entre 30-40 euros et jusqu'à 150-170 euros, suivant la façon dont c'est valorisé en termes de kilowattheure CUMAC. Donc, vous cumulez tous ces dossiers-là et 3 fois par an, on vous envoie un appel à facturation qui vous permettent d'être rémunérés sur les dossiers que vous nous apportez. Ensuite, donc, vous bénéficiez de la présence d'EDF en proximité, c'est moi. Donc moi, chargée de relations partenaires, je suis là pour vous accompagner dans les débuts, pour pouvoir bien constituer les dossiers, vous aider quand il y a des petits soucis, certaines demandes de compléments, et surtout vous donner de l'information comme aujourd'hui, que je vous envoie directement par mail dès qu'il y a des réglementations qui évoluent, de manière à ce que vous puissiez être réactif au niveau de vos devis, factures, pour ne pas avoir à faire des retouches après et donc perdre du temps. Vous disposez d'outils de communication et vous avez également accès à des prêts d'homofinance qui sont des prêts bonifiés par EDF. On va y revenir un petit peu plus tard.
Il y a un partenariat spécifique, d'où ma présence aujourd'hui avec la CAPEB, je vous en remercie. Et donc, il y a un lien pour ceux qui souhaitent se reconventionner ou se conventionner. Il y aura un lien spécifique qui sera envoyé avec les supports ultérieurement. Là, je vous ai mis quelques notions de primes. Déjà, vous voyez dans un premier temps, en chauffage, tout ce qui permet des coups de pouce. Ça veut dire les coups de pouce, ce sont les grosses primes qui varient donc en fonction et de ce qu'on change, ce sur quoi on intervient, des secteurs géographiques, des zones géographiques, parce que H1, H2, H3, il n'y a pas les mêmes primes, et ensuite en fonction des revenus des ménages. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde a le droit au coup de pouce d'EDF à partir du moment où on décarbone, qu'on soit en précaire ou en ménage aisé, tout le monde a le droit à quelque chose. Vous avez également le hors coup de pouce. Donc là, on retrouve la PAC RR, et c'est des fois encore assez méconnu du fait d'avoir droit à des C2E classiques, c'est-à-dire hors coup de pouce sur la PAC RR. La pompe à chaleur hybride est passée en hors coup de pouce et le chauffe-eau thermodynamique, et donc qui se valorise à l'aide du simulateur, puisque après, ça sera en fonction des surfaces notamment et de quelques caractéristiques. Je vous ai indiqué également les primes pour les isoleurs présents, donc qui varient en fonction des régions et de la nature. Donc autant on a pu voir tout à l'heure que MaPrimeRénov' arrêtait certains gestes, nous, on les continue. Donc n'hésitez pas à regarder via le simulateur, encore une fois, à combien peut se chiffrer le projet. Il y a des fois, il y a des montants qui peuvent être intéressants, ou du moins qui peuvent intéresser vos clients. Là, c'est la grosse grille, tout en détail pour notre zone. Elle fera partie des supports. En tant que professionnel conventionné avec EDF, vous avez le droit vous avez accès à un espace pro qui vous permet d'avoir un cumul de l'ensemble de vos dossiers. Alors là, les chiffres sont importants, mais c'est parce que c'est toute période confondue. Donc là, c'était depuis 2019. Et qui vous permet, quand justement vous êtes en tiers de confiance, d'avoir un regard, en regardant 2 fois par mois, de savoir à peu près dans quel statut sont les dossiers, et de voir notamment qu'il peut y avoir 2 statuts où il faut vraiment regarder. C'est en attente de complément, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Et si vous avez un dossier refusé, il faut regarder pourquoi et si c'est sauvable. Donc, vous avez ça mis à disposition sur votre espace professionnel avec un regard d'ensemble. Et sinon, après, il y a un regard dossier par dossier en fonction du type de travaux, des statuts du dossier. Et vous voyez, donc, ce que je vous parlais tout à l'heure, c'est la valorisation en kilowattheure CUMAC des dossiers, suivant si c'est du précaire, du classique, la surface, les étasses. Il n'y a pas la même valorisation derrière, et qui ne donne pas droit au même montant des primes pour le client, d'une part, et qui ne donne pas tout à fait le même montant pour vous en tant qu'apporteur d'affaires. Les prêts d'homofinance, donc à peine 3%. L'intérêt, c'est que si jamais un client n'a pas accès à un prêt à taux zéro, pour X raisons, il peut avoir recours à ce prêt-là. C'est très rapide. Sous 48 heures à la fin du chantier, les fonds sont levés. Et il peut y avoir un report de la première mensualité jusqu'à 60 mois, donc recevoir la prime avant de commencer à être prélevé. Ensuite, côté client, donc il y a des aides financières qui sont significatives. Vous avez pu le remarquer, EDF est souvent dans le peloton de tête, j'ai envie de dire, au niveau du montant. On n'est pas forcément le premier partout, mais on fait partie du trio de tête en termes de montant financier. Le site permet donc aux clients de gérer en toute autonomie ces dossiers. Bien évidemment, on est pleinement conscient, et on vous en remercie, que quand vous accompagnez le client, ça se passe mieux, parce que vous faites des dossiers plus régulièrement, qu'un client en fera jamais que 1 ou 2 peut-être dans l'espace de 15 ou 20 ans. Donc forcément, quand vous êtes derrière, c'est nettement bénéfique pour le client. Il y a une hotline dédiée pour les clients. Il y a tout un référentiel de réglementation à sa disposition, mais effectivement, avec votre aide, la lecture en est plus simple pour lui. Il y a des guides pratiques. Et voilà. Et en termes de recommandations, globalement, il y a quand même 9 clients sur 10 qui recommandent la prime énergie d'EDF. Donc, continuons à profiter de cette satisfaction. Plus de 700 000 ménages accompagnés depuis 2017 sur la plateforme.
Et il y a également une petite aide complémentaire avec des partenariats que nous avons avec certains fabricants. Je vais y revenir juste un petit peu après. Très rapidement, il y a 6 étapes clés pour la constitution d'un dossier, des choses qui se font avant travaux, comme vous pouvez voir. Donc, on peut commencer par estimer la prime, mais également, surtout, s'inscrire sur l'espace prime énergie d'EDF avant de signer le devis ou le jour même. Et ensuite, on crée son dossier. Après, il ne se passe plus rien. On attend la fin des travaux, où là, il y a une attestation sur l'honneur à remplir avec le professionnel et éditer la facture. Et après, les documents peuvent être envoyés. Au niveau de notre site, donc je vous parlais tout à l'heure du simulateur, je vous invite vraiment, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est en libre accès, sans inscription, sans rien, vous pouvez aller le consulter. Vous allez vous retrouver l'isolation, le chauffage, la régulation, les menuiseries, et en moins de 3 minutes, vous pouvez avoir le montant précis au jour J de la prime qui pourra être versée avec vos clients en fonction des renseignements que vous allez indiquer. Sur ce site, vous retrouvez également les travaux éligibles. Et donc là, ça vous donne toutes les spécificités pour avoir du produit éligible. Alors en isolation, ça peut être les coefficients de résistance, en menuiserie, les UW, etc. Et vous avez également des guides qui vont vous inviter, qui vont vous aider à bien suivre le cheminement, à bien faire un bon dossier. Notamment, je zoome sur le guide pompe à chaleur RO. Le guide, le client le reçoit quand il s'inscrit et qu'il ouvre un dossier pompe à chaleur. Il a également ce guide qui précise très bien tous les documents à envoyer, qui permettent également pour vous professionnels d'avoir la note de dimensionnement modèle type. Je vous prie de m'excuser, on va choisir une heure de report, ça sera mieux pour redémarrer l'ordinateur. J'espère que ça ne va pas couper. Sélectionner une heure de report. Je vais faire vite. Si jamais ça coupe, je me reconnecterai au plus vite. Donc, vous avez la note de dimensionnement qui est disponible. Vous pouvez l'imprimer et elle correspond à toutes les attentes. Également, le client, on le sensibilise sur les 4 documents qu'il doit fournir le jour du contrôle, à savoir le cadre de contribution, le devis et la facture des travaux et la note de dimensionnement. Je vais vous parler des offres partenaires. Toutes ces marques-là proposent des primes supplémentaires de 150 à peu près à 400 € en fonction des marques et des modèles. C'est en cours de réactualisation et donc c'est un dossier à faire à part. Le site en lui-même évolue également. Les principales nouveautés, c'est que le client peut téléverser ses documents. Il choisit de transmettre tous ses documents via le site ou de tout envoyer par courrier. Donc, c'est tout l'un ou tout l'autre, sauf si on choisit tout transmettre via le site. Il y a un document qui doit être envoyé par courrier, c'est l'attestation sur l'honneur, parce qu'on a besoin d'un original manuscrit du client. Je rappelle, devis et attestation sur l'honneur, signature est remplie entièrement à la main du client et la même signature pour les 2 documents. Et donc, vous voyez, vous avez chaque pavé qui vous permet de mettre les différents documents. Et suite à cela, il y a également dorénavant la possibilité d'être réglé par virement, chose qui n'était pas possible. Donc, c'est entre le téléversement et le règlement par virement, une belle nouveauté. Là, donc, on l'a vu tout à l'heure, Valérie en a parlé, il faut être RG au moment de la signature du devis. C'est vraiment 3 règles de base, sans quoi le dossier, la prime est perdue. Être RG au moment de la signature du devis. L'espace doit être ouvert avant la signature du client. Et sur les attestations sur l'honneur, il y a une petite astuce, c'est cette date-là. Votre devis ne doit jamais être signé avant la date qui figure en haut à droite sur l'attestation sur l'honneur. Et ensuite, je disais, le devis doit être entièrement signé à la main. Là, je vais rentrer dans les évolutions réglementaires depuis 1er janvier 2026, en allant à l'essentiel, parce qu'il me reste 6 minutes si je ne suis pas coupée. Aujourd'hui, dès lors que vous avez chauffage et eau chaude sanitaire, il faut absolument indiquer les tasses à 55 degrés, puisqu'on raisonne en à combien sort
à quelle température sort l'eau et non plus elle va chauffer quoi. Ça, c'est nouveau depuis le 1er janvier. Je vous ai mis un petit tableau récapitulatif. Et également, donc il y a des… Alors, la prime, elle, n'est plus un critère de distinction si ça fait les deux ou un seul. En revanche, il y a ça à prendre en compte sur le devis et facture pour être conforme par rapport à ce qui est demandé au niveau des mentions. Autre chose, dès que vous avez une production d'eau chaude déportée, il faut que le ballon et la PAC soient de même marque et nécessitent donc des petites mentions à apporter sur le devis et la facture. Vous retrouverez les éléments ici. Il y a aussi une indication à compléter sur l'attestation sur l'honneur. Ça, c'est nouveau. Vous avez également un nouveau document à joindre à tous les dossiers qui est la fiche produit qui se trouve sur le site EPREL. Tous les fabricants sont censés avoir renseigné le matériel qu'ils vendent sur ce site-là, de manière à ce que vous puissiez télécharger la fiche spécifique au produit et qui est également à joindre avec les autres documents quand on envoie le dossier. Le calcul a été simplifié. Bon, ça, on l'a vu sur les nouvelles grilles que vous avez pu voir. Il y a moins de plages de surface et moins de plages avec les étasses. Dernier point très important, la surface. On voit déjà des dossiers qui arrivent en contrôle sur site non satisfaisant parce qu'il y a un problème d'écart de plus de 10% de surface. Il faut bien comprendre. Et ça s'est un peu éclairci au fil du temps, mais c'est depuis le 1er octobre que cette notion de surface est apparue. Il faut distinguer la surface habitable chauffée par la PAC de celle que vous allez utiliser pour le dimensionnement de la PAC. Je précise, pour le calcul du dossier. Alors, est-ce que ça a coupé? J'espère que non. Eh bien, je pense que Laurence n'a pas survécu au redémarrage de son ordinateur. Le temps qu'elle redémarre, je ne suis pas sûre qu'elle soit tout de suite avec nous. Ce que je peux vous proposer, j'ai bien noté vos questions que vous avez laissées dans le chat. Est-ce que vous voulez bien, pour ceux qui m'ont laissé des questions, me noter le nom de vos entreprises dans le chat? Parce que parfois, j'ai pas le détail de qui est derrière son écran. Et on va demander à Laurence de vous répondre sur ces sujets-là. Et on va vous envoyer également les supports que Laurence avait préparés. Donc, vous aurez toutes les informations, vous aurez ses coordonnées aussi pour la recontacter. Mais je ne veux pas vous bloquer plus que nécessaire. C'était déjà un grand webinaire 33 minutes qui a largement dépassé les 33 minutes. Voilà. Et puis, je vais vous souhaiter une bonne journée. On coupe un peu abruptement, je suis désolée. Mais n'hésitez pas aussi à regarder les mails qu'on vous envoie de temps en temps parce qu'on vous propose pas mal d'événements, on vous propose pas mal d'informations. Je sais que vous avez la tête dans le guidon et tant mieux pour vous. Mais on fait quand même des réunions d'information technique, notamment. Je pense à la réunion sur la pose de menuiserie le 25 mars à la CAPEB et le 2 avril à Saint-Nazaire. Voilà, c'est qui font résonance avec le sujet du jour. Voilà, je vous remercie d'avoir été attentif jusque-là et n'hésitez pas, s'il vous reste des questions, à nous contacter à la CAPEB. On vous trouvera les réponses. Voilà. Merci. Bonne Merci. journée. Au revoir. Merci à vous. Bonne journée. Mon micro. Oui, rebonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ah, oui, excusez-moi, je suis vraiment désolée pour l'interruption. Ouais, Laurent, je suis désolée. Il y en a certains qui sont partis parce que je leur ai dit que comme j'avais pas Ouais. de quand tu allais revenir. Ben oui. Alors, s'il y en a qui sont encore là, je vais juste terminer parce que je suis vraiment désolée, c'est la première fois que ça m'arrive. Voilà, là, je suis vraiment confuse. Les points sur lesquels je voulais terminer. Donc, de toute façon, vous retrouverez dans les supports cette notion de surface. Quoi qu'il en soit, je suis à disposition. Et le dernier point sur lequel je voulais attirer l'attention, c'était les contrôles sur site, parce qu'aujourd'hui, la réglementation se durcit et on doit faire moins de 10% de chantiers non satisfaisants. Le gros problème, souvent, c'est le calorifugage. Il faut bien calorifuger
tous les réseaux, eau chaude, eau froide, jusqu'au dernier centimètre, y compris dans les pièces où vous n'intervenez pas. Cette réglementation, elle est la même pour tout le monde, elle n'est pas propre à EDF. Seulement, l'impact, c'est que quand on a trop de chantiers non satisfaisants, on ne peut pas déposer nos lots derrière, et ce qui fait qu'on est obligé de rééclater les clients dans des nouveaux lots, et le client repart pour 2 mois. Donc, il y a une incidence, et ça peut créer un mécontentement sur les délais d'obtention des primes, et on est tous collectivement solidaires et responsables pour améliorer et essayer de bien faire du premier coup. Donc, bien évidemment, moi, je suis là pour accompagner, sensibiliser. Vous, professionnels, vous devez faire de votre mieux pour bien faire d'un point de vue technique les chantiers, mais aussi sensibiliser le client aux documents qu'il doit fournir, parce que lui aussi a sa part de responsabilité pour passer un bon contrôle. Donc voilà, j'ai dit l'essentiel. Bon, en plus, il est l'heure. Mon ordinateur redémarre toujours pour le coup. En tout cas, vous avez mes coordonnées à la fin de la présentation. N'hésitez pas à revenir vers moi. Je préfère prendre tout le temps qu'il faut pour bien expliquer les choses et qu'on fasse de bons dossiers ensemble pour avoir des clients satisfaits et qui recommandent EDF et qu'on continue de faire plein de dossiers ensemble. Merci à vous en tout cas. Merci Laurence. Alors j'ai quelques questions quand même pour toi. Ouais. La première, les SCI ont-elles le droit aux primes C2E? Non, les SCI n'ont pas le droit aux primes C2E. Après, ça peut se valoriser sur le marché d'affaires, mais il faut être dans des surfaces de 300 mètres carrés, 400 mètres carrés pour que ça puisse être valorisable. D'accord. Alors, on ne voit pas d'aide C2E pour le remplacement de chauffage électrique. Est-ce qu'il y en a? Non. Et non, parce que en fait, il y a surtout des aides pour décarboner. C'est là où il y a les grosses aides, le fameux coup de pouce. Mm. Or, quand on est déjà de l'élec pour... Alors, il y a eu par le passé, à un moment donné, on n'est pas à l'abri que ça revienne pour du matériel plus performant, puisqu'on peut voir que la PAC RR a le droit à du C2E classique, mais à ce jour, il n'y a pas de fiche pour ça. D'accord. Alors, j'avais une autre question. La note de... Alors, et ce n'est pas vraiment une question, donc j'espère que tu vas la comprendre. La note de dimensionnement, 2 lignes supplémentaires à indiquer, postes 11 et 12. Est-ce que ça te dit quelque chose? Alors oui, je pense que ça doit parler du calcul des déperditions qui, plusieurs d'entre vous ont été embêtés puisque les fabricants n'avaient pas tous mis leur note de dimensionnement à jour. Et il y a ces deux fameuses, alors je pense que c'est ça parce que je ne l'ai pas sous les yeux là, deux petites phrases qui disent que le calcul doit se faire sans tenir compte des autres émetteurs éventuels et le calcul des déperditions doit se faire en tenant compte de toutes les pièces chauffées par la PAC. Il faut mettre oui et oui, parce que c'est sujet à interprétation, c'est oui dans les deux cas, et c'est depuis le 1er janvier 2025. Alors, c'est une question qui est un peu similaire à celle des SCI, mais est-ce que les mairies peuvent aussi avoir droit au C2E? Alors, c'est comme pour les mêmes réponses que pour les SCI. À D'accord. partir du moment dès lors qu'il y a un SIRET, c'est le marché d'affaires en fait. D'accord. Donc, même chose s'il s'agit d'un logement social en location. Oui, et s'il faut que ce soit même des fois des petits collectifs ou plusieurs logements pour que ça vaille le coup de valoriser. D'accord. Alors il y avait une question, juste quand ça a coupé pour toi, la fin de la question c'est: «Et la surface de chauffe, PAC et dimensionnement?» La communication a été interrompue lors de votre arrêt de PC. Oui, alors en fait, ce que je voulais expliquer, la surface habitable chauffée par la PAC, elle s'entend au titre de la loi Carré. C'est-à-dire qu'on ne tient pas compte des surfaces où les hauteurs son plafond sont inférieures à 1,80 m. On ne va pas prendre une cage d'escalier, par exemple. Donc ça, c'est pour le calcul de la prime. Cette surface-là, elle est indiquée nulle part, si ce n'est qu'elle sera vérifiée par le contrôleur s'il y a un contrôle sur site. Donc, on peut très bien avoir juste 108 mètres carrés pour le calcul de la prime. En revanche, avec les exemples que je viens de vous donner, cage d'escalier à hauteur inférieure à 1,80 m, pour le dimensionnement de la PAC, on peut peut-être être sur une surface à 130 qui, elle, sera indiquée sur la note de DIM et on la trouvera uniquement à cet endroit-là. La surface pour la note de dimensionnement servira juste là. La surface qu'on doit avoir sur l'AH, pardon, je crois que j'ai mal dit tout à l'heure, sur l'AH et dans le dossier, c'est bien la surface qui va servir au calcul de la prime. Donc, en général, la plus petite. Au maximum, si on a un plein pied tout chauffé par la PAC, on va être à même surface. En revanche, dès lors qu'on a cage d'escalier, véranda, une véranda n'est pas prise en compte, n'est pas considérée comme une surface habitable au titre de la loi Carré. En revanche, elle sera prise en compte parce qu'elle sera chauffée indirectement par la PAC ou même directement.
Donc, vous voyez, c'est vraiment ça, ces notions de deux surfaces distinctes, et c'est bien la surface habitable chauffée par la PAC qu'il faut indiquer sur le dossier. 10% de marge d'erreur possible. Heureusement, ce n'est pas un refus de prime, mais ça contribue à avoir encore un dossier non satisfaisant. Donc, ça nous plombe les stats. Vous avez bien compris que ça retarde. Et parfois, le client peut se faire rétrograder au niveau de la tranche de la prime, D'accord. s'il a surestimé la surface. Merci Laurence. Et merci à Avec plaisir. Christé. Écoute, On a répondu à toutes les questions. Oui, Ouais, c'est toutes bon. les questions ont été posées. Je vous remercie d'être resté avec nous jusqu'ici. Et donc, comme prévu, on vous enverra les éléments. Donc, je vous ai dit, si tout va bien cet après-midi, et sinon demain matin. Voilà. Merci à tous. Merci à vous. Merci. Merci. Alors, Laurence, tu pourras m'envoyer ton support, s'il te plaît, et les éléments que tu veux que je communique. Je t'envoie tout ça tout de suite dans la Super. foulée. Merci beaucoup. Bonne Bon journée. après-midi, mesdames. À Toi bientôt. aussi, au revoir.